De vive voix. De vive voix. Histoire de solidarité. Solidarité. En Ille-et-Vilaine. Les groupes de parole jettent ta bouteille à la mer. Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 26 ans et je suis infirmière à Redon. Moi, je suis née dans une famille où j'avais une grande sœur qui avait 9 ans de plus que moi, qui était d'un autre papa que le mien. Et j'avais un papa, une maman, une famille classique. Ma petite sœur est arrivée 2 ans après moi et puis ma maman, elle est tombée dans l'alcool. Et puis les années sont passées, l'état de ma maman s'est dégradé puisqu'elle consommait de plus en plus d'alcool. Donc on a été signalé aux services sociaux par les écoles qui constataient qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très normales à la maison. Par exemple, ma maman venait nous chercher ivre à l'école, donc forcément, les maîtresses ont appelé plusieurs fois la gendarmerie, on fait des signalements. L'éducatrice venait nous voir toutes les 3 semaines, je dirais, et puis j'étais petite et je voyais pas, du coup, moi, quand ça se passait, ma petite sœur aînée, j'avais 2 ans, donc je voyais pas trop les choses, c'était ma vie, quoi, c'était normal. Et puis, en vieillissant, on voyait que ça créait beaucoup de tensions, que c'était compliqué. Le fait que ma maman soit toujours en cure, ça voulait dire qu'elle travaillait pas, donc ça faisait un revenu en moins, donc des gros problèmes financiers qui pesaient énormément aussi sur notre vie de famille. Toute la semaine, elle allait du lundi au vendredi et elle allait là-bas à la journée. C'était un hôpital de jour en fait. Elle buvait énormément et elle pouvait boire une bouteille de Ricard le soir à elle toute seule et le lendemain matin partir au centre avec le VSL à 8h et être très bien. Comme nous, on allait à l'école, ma mère, elle prenait le VSL, elle partait le matin et rentrait le soir. Moi, j'ai été très très souvent en colère contre le médecin qui s'en occupait. Déjà, je comprenais pas que c'était une maladie, mais en plus, je comprenais pas le but vu que ça fonctionnait pas et qu'il y avait pas de médicaments magiques. Papa se battait beaucoup pour qu'on réussisse à avoir une vie des plus saines possibles sans qu'on se rende trop compte de ce qui se passait, mais forcément il y avait des jours, lui il était pas là, comme le mercredi après-midi ou le mercredi toute la journée, donc maman allait pas au centre ce jour-là, mais du coup on était livrés à nous-mêmes toute la journée parce que là c'était du matin au soir où elle buvait, elle commençait à 11h et puis l'après-midi elle faisait sa sieste, elle dormait toute la journée. Moi je me rappelle, on sortait dehors, on n'était pas du tout surveillés. Alors, on était dans un petit village donc il y avait pas trop de danger, mais c'est vrai qu'elle se préoccupait pas de si c'était l'heure de manger, si c'était l'heure de... Si papa était pas rentré le soir, on mangeait de la brioche et du Nutella, quoi. C'était pas choquant. Du coup, ça créait quand même un climat qui était pas très agréable à la maison, quoi. Elle était pas très gentille en plus quand elle buvait, donc c'était ma grande sœur qui prenait souvent. Il y a eu des coups, il y a eu des choses qui n'ont pas été... Elle était pas tendre dans les mots non plus, elle a eu des propos qui étaient hyper violents et virulents et ma sœur a accompagné mon papa et est partie chez son père à elle, en fait. Ma grande sœur part de la maison et puis elle vient plus du tout. Donc elle a 16 ans et puis peu de temps après, maman elle tombe enceinte du coup de mon petit frère. Mon petit frère du coup, il naît mort-né à 8 mois. Ma mère est enceinte de 8 mois de grossesse en fait quand elle accouche. C'est mon papa qui met au monde mon petit frère un jour où nous on part à l'école. Donc je pars à l'école comme ça. Et puis 2 heures après, papa arrive pour nous annoncer ce qui s'est passé. Et il arrive à l'école, il nous annonce que le bébé est né, mais que le bébé est parti, qu'il est mort et qu'il ne reviendra pas. Ma maman buvait encore pendant la grossesse, donc forcément ça a mis aussi et ça a sans doute joué sur ce qui s'est passé malheureusement. Ça c'est un nouveau drame dans notre vie. Je perds mon petit frère, je suis en CE2, les choses elles dégénèrent de plus en plus à la maison. Déjà on se coupe de tout le monde, donc forcément maman elle plonge dans une dépendance qui est de plus en plus importante aussi, elle consomme de plus en plus. Moi je me vois aller acheter de l'alcool à ma mère, quoi. Les voisins, on va de plus en plus chez la voisine parce que ça crie à la maison et qu'on se sent pas en sécurité, donc on court sonner chez la voisine. Ça devient compliqué, maman elle est de moins en moins gentille avec moi. Après c'est vrai que c'était aussi la précarité financière qui était très compliquée à l'époque. Je me rappelle plus avoir d'eau chaude, plus avoir d'électricité à la maison, alors que
On était en 2005, 2006, c'était pas normal. Enfin, moi, mes copains-copines, ils avaient l'eau et l'électricité et c'était la voisine qui nous remplissait des bassines d'eau chaude pour qu'on ait de l'eau chaude, quoi. Parce que surendettement, parce que maman, elle était très dépensière, donc l'alcool faisait que l'après-midi, elle était capable de prendre le téléphone et de faire 5 ou 6 crédits à la consommation comme ça, donc sans l'accord de papa. Donc c'était la surprise du jour quand il découvrait le poteau rose. Il a été très courageux, papa. Nous, c'est ce que moi je dis toujours que j'ai un super papa qui a été extraordinaire et j'ai eu beaucoup de chance. Papa disait qu'il était endetté à 80% à cette époque-là. Quand le salaire tombait, il y avait 80% qui partaient dans les dettes. Et c'était la PAS qui nous suivait à l'époque. Ils ont tout de suite mis en place un gestionnaire un petit peu qui expliquait comment gérer au mieux les comptes pour se remettre de tout ça, faire les bonnes démarches par rapport au surendettement. C'est ce qui a été fait, parce que c'était la rue, sinon c'était pas compliqué. Il n'y avait pas beaucoup d'issues en fait derrière. Et puis en 2006, elle demande à aller en cure à Nantes, elle demande un système avec l'aide sociale à l'enfance pour qu'on aille en famille d'accueil le temps de cette cure. Du coup, on est placé pour 4 mois dans une super famille d'accueil où là, je découvre ce que c'est qu'être une enfant. Du coup, on remet un petit peu à ma place d'enfant et dans les choses naturelles, avec ma petite sœur déjà, et puis même moi, de ne pas avoir à gérer certaines choses de la vie quotidienne où, par exemple, je ne me préoccupe pas de s'il y a du linge de propre pour moi, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, on arrive au bout des 4 mois et j'ai pas envie de repartir. Je lui dis à ma famille d'accueil, de toute façon, elle va recommencer à boire, et puis ça rate pas. Maman rentre de cure, et puis je dirais qu'elle a été bien 2-3 mois, et puis elle replonge. Et là, c'est pire en fait. C'est pire que tout, parce que je suis rentrée au collège, et du coup, les enfants, c'est méchant entre eux. Et donc là, on m'attaque de plus en plus parce que, par exemple, j'ai pas de linge propre à me mettre, j'ai pas les chaussures à la mode, mais parce que moi, mon papa, il a pas l'argent pour m'acheter les dernières chaussures à la mode. Et j'ai un comportement à l'école qui est insupportable. Je suis collée tous les mercredis, comme ça, j'échappe à ma mère. J'ai des avertissements quotidiens. Je suis insolente, dissipée, je travaille pas, je glande rien, mais rien. Je sais que j'arrive à haïr ma mère, à plus pouvoir la supporter. Et là, l'éducatrice, je lui dis, je veux être placée en famille d'accueil. Je veux que ça s'arrête parce que j'en peux plus. Les services sociaux, ils ont tenté d'aller le plus loin possible dans le maintien à domicile, mais elle me le dit, ça arrive à son terme de ce qui est entendable là. Et papa, lui, il est d'accord avec ça. Quand on en parle maintenant, il dit ça a été un crève-cœur parce que demander à ce que ses enfants soient placés, c'est quelque chose d'horrible. Ça a été peut-être le plus dur des choix qu'il ait eu à faire, mais ça a été vital pour nous en fait. Je suis dans une super famille d'accueil aussi. Ils sont portugais, donc très famille, donc on découvre aussi une nouvelle façon de voir les choses et on se sent protégé par cette famille aussi. C'est vraiment des gens qui nous ont inclus à leur vie. On est allé avec eux au Portugal en vacances, on découvre aussi des choses nouvelles. Je grandis et puis papa et maman finissent par se séparer. Je suis en 3e, je crois. Ouais, ça doit être ça, je suis en 3e. Donc je suis plus grande, mais je ressens le besoin de parler. Et on est le premier groupe. On est le premier groupe de parole qui est ouvert à Saint-Malo. Donc il a été mis en place par le département. Et à l'époque, c'est « Et moi dans tout ça ». Dans « Et moi dans tout ça », en fait, on se retrouve en petit groupe, on est 10 à peu près, et on est des enfants qui venons tous de milieux différents. Chacun a son histoire. Il y a des fois, c'est les 2 parents qui boivent, des fois c'est la maman, des fois c'est le papa. Mais on est dans un groupe où on n'est pas obligé de parler. Il y a des gens qui viennent et qui écoutent. C'est ouvert. On va raconter notre week-end quand ça s'est mal passé, quand il y a eu des choses graves. Et puis, ça permet de vraiment parler de nos émotions aussi, de ce qu'on a pu ressentir et se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Qu'il y a d'autres enfants qui vivent la même chose que nous ailleurs ou qui ont vécu la même chose que nous. Et je pense que le département, il contribue à ça en continuant à faire persévérer ces groupes de parole. Je travaillais vraiment sur le fait que ce soit une maladie, accepter ça, c'était compliqué. Il y avait des addictologues qui venaient, des infirmiers scolaires, on pouvait se rendre compte les uns les autres qu'on était proches, qu'il y avait quelque chose qui pouvait nous unir. Le fait d'en parler à l'époque, oui, ça me soulage, parce que je dépose ma colère, ma tristesse parfois. Aujourd'hui, j'ai pas honte de dire que j'ai une maman qui est alcoolique.
À l'époque, c'était impossible de le dire. Ça libère aussi vraiment la parole de ce côté-là et c'est important parce que c'est les tabous qui créent aussi un mal-être chez les adolescents et chez les jeunes et même chez les petits. Moi, je voudrais que ça se développe plus aujourd'hui en tant qu'adulte et en tant qu'infirmière. Aujourd'hui, je vois l'autre côté. Je suis quelqu'un qui parle facilement, mais qui parle beaucoup. Mais je pense que oui, j'ai pris confiance en moi parce que du coup, c'est vraiment aussi l'effet de groupe qui aide à prendre confiance en soi et à se dire attends, t'es pas toute seule à vivre ça, donc tu peux t'en sortir. Et donc, on n'a plus du tout le même regard, même pour en parler moi aujourd'hui dans ma vie d'adulte. Et donc dans Jette ta bouteille à la mer, c'est vrai que moi j'ai pu aller à une réunion pour parler avec des jeunes justement et leur expliquer mon parcours. Et moi si je peux aider et puis donner l'aide aussi qu'on m'a donnée parce que on m'a aidée dans ma vie et je pense que si j'avais pas eu tous ces éducateurs, toutes ces personnes autour de moi, je serais peut-être pas la jeune femme que je suis aujourd'hui. Les groupes de parole Jette ta bouteille à la mer sont organisés 2 fois par mois dans les différents secteurs du département. Ils sont gratuits, anonymes et ouverts à toutes et tous. Pour connaître les lieux et dates des prochaines séances, rendez-vous sur le site ille-et-vilaine.fr. De Vive Voix, le podcast du département d'Ille-et-Vilaine. À bientôt pour un nouvel épisode.